Ces murs et ces drapeaux, les Huipala, évoquent la grandeur des empires andins qui, jusqu'au XVe siècle, s'étendaient du Pérou au Chili. L'homme vêtu de rouge est le nouveau président de Bolivie, Evo Morales, un Indien de père quechua et de mère aymara. Il reçoit ici l'investiture des Amauta, les grands prêtres des Andes, avant d'être intronisé le lendemain par le Parlement. Pour la première fois en Amérique latine, un indigène est élu à la tête d'un pays traditionnellement gouverné par des Blancs et des Métis. Valentin Mejillones est le prêtre qui a remis le bâton de commandement rituel au président au nom des 70% d'Indiens qui peuplent la Bolivie. Il vit modestement dans la banlieue de La Paz, la capitale. Nous, les Amautas, les sages, nous avons donné un pouvoir. Nous avons remis un outil à notre frère Evo pour qu'il se fasse respecter du peuple, pour qu'il respecte le peuple et tienne ses engagements politiques face à lui. Le mandat qui lui a été donné, c'est le changement total, ce qui signifie d'abord un changement de la constitution politique de l'État. L'autre changement promis, c'est qu'il n'y aura plus dans ce pays ni riches, ni pauvres, ni chefs. Evo a aussi promis pendant sa campagne électorale de nationaliser toutes les richesses minérales de Bolivie. S'il ne le fait pas, il devra nous rendre cet outil à ceux qui le lui ont remis, pour que nous le donnions à une autre personne. Pour arriver au pouvoir, Evo Morales s'est appuyé sur divers groupes indigènes et mouvements sociaux. Il devra répondre à leurs espérances et affronter beaucoup d'ennemis, car sa victoire menace de puissants intérêts en Bolivie et sur le continent. La capitale, La Paz, est dominée par une banlieue sans horizon qui s'étend sur les hauts plateaux andins à 4000 mètres d'altitude. El Alto, 800 000 habitants, dont 90% d'Indiens Aymara. C'est le principal bastion indigène du pays. Un mois et demi après le triomphe d'Evo Morales, El Alto fête l'anniversaire de sa fondation. Les habitants se préparent à défiler derrière les bannières d'une multitude d'associations. Le président ne pouvait manquer à la fête. Avec son vice-président Alvaro Garcia, le seul blanc de son équipe, il sait ce qu'il doit à cette banlieue et veut lui rendre hommage. Ici, plus des 2/3 de la population ont voté pour lui. Défilent devant lui les gros bataillons de la Fédération des assemblées de quartier qui quadrillent les moindres recoins de la banlieue. Les syndicats ouvriers les plus combatifs du pays qui réveillent chez Evo Morales des réflexes militants, car le nouveau président a commencé sa carrière comme dirigeant syndical des producteurs de coca. Les syndicats étudiants et les organisations de jeunesse, car El Alto compte la première université indigène de Bolivie. L'armée est aussi présente, elle qui il y a peu réprimait encore les partisans du président. Octobre 2003. El Alto descend dans la rue pour manifester contre la décision du gouvernement d'exporter le gaz bolivien au Chili et en Californie, alors que les villes du pays en manquent. Le président en place, adepte fervent de l'économie libérale, fait donner l'armée. L'affrontement durera 10 jours et fera plus de 60 morts. El Alto résiste et descend finalement sur La Paz, obligeant le gouvernant à s'exiler aux États-Unis. 2 ans plus tard, des manifestations semblables pousseront son successeur à la démission, ouvrant la voie aux élections remportées par Evo Morales en décembre 2005.
Les victimes de ces journées sont enterrées sur les hauts de la ville, où la population leur a dédié un mausolée. Pablo Mamani, directeur de sociologie à l'Université indienne d'El Alto, nous y conduit. Les gens ont compris que les hydrocarbures sont à l'origine la propriété des peuples, et non pas celle de l'État, ni celle d'une élite ou d'un groupe dominant, mais bien la nôtre. Nous avons dit basta à la transnationalisation de l'économie et des ressources naturelles. Et bien sûr, réaffirmer la dignité des gens qui vivent dans cette région. Je crois que nous avons commencé à écrire une histoire transcendante. Avec le temps, nous pourrons un jour parler d'un État indigène dans ce pays. Les mineurs boliviens ont joué un rôle de catalyseur dans la radicalisation des Indiens et la victoire du président. Macario Tola, résident d'El Alto, revient souvent à la mine où il a travaillé 22 ans. Ancien dirigeant syndical de la compagnie d'État qui exploitait l'étain depuis les années 50, il a perdu son emploi en 1985, comme 30 000 autres mineurs, jetés au chômage par la fermeture et la privatisation d'une vingtaine de mines par le gouvernement néolibéral de l'époque. Le gouvernement avait deux raisons de fermer les mines. L'entreprise n'était pas rentable car les prix internationaux de l'étain avaient baissé de plus de moitié. Deuxième raison, comme nous avions résisté à la dictature et ensuite aux gouvernements libéraux, ils ont décidé que l'on ne pouvait plus conserver un prolétariat aussi politisé, aussi dogmatiquement opposé au néolibéralisme et au changement qui voulait se maintenir dans le capitalisme d'État. Il fallait s'en défaire. En 1986, les mineurs tentent une dernière fois de sauver leurs emplois et marchent sur La Paz. L'armée les bloque à 50 km de la capitale, les encercle et les oblige à monter dans des camions qui les ramènent dans les villages miniers, brisant définitivement leur résistance. Le prolétariat des anciens centres miniers, aussi bien privés qu'étatisés, s'est concentré dans différentes zones d'El Alto. Et cette accumulation de rage, cette accumulation d'expérience des luttes sociales, ils l'ont utilisée contre ces mêmes gouvernants. En 1985, le gouvernement libéral nous défait. Mais 10 ans plus tard, nous prenons notre revanche. Les gens n'oublient pas l'histoire. Un monument dédié aux mineurs témoigne au centre d'El Alto du rôle décisif qu'ils ont joué dans l'organisation politique de la ville. Aux côtés de dirigeants paysans et d'intellectuels, ils ont transformé cet apparent chaos en une machine de guerre. Rien à El Alto n'échappe à l'organisation. Chauffeurs de bus, bureaucrates, étudiants, commerçants, tous sont membres d'un syndicat, d'une association ou d'une assemblée de quartier. Même les vendeuses de feuilles de coca. Le quartier où vit Macario depuis la fermeture des mines a été construit de leurs propres mains par les mineurs. Aujourd'hui, sa maison fait office d'atelier de couture. Les Bermudas qu'il coud partiront pour le Brésil et le Paraguay. 4000 familles à El Alto sous-traitent pour des intermédiaires qui exportent ces vêtements à bon marché. C'est l'exploitation totale. D'abord car la famille ne reçoit pas de salaire. Ce que nous gagnons, nous le partageons entre nous. Cela ne vous plaît pas autant que la mine? Non, vraiment. Le travail à la mine était différent. On avait des droits sociaux, des droits syndicaux, on avait la sécurité sociale. Aujourd'hui, on n'a plus aucun de ces droits. Le travail se fait en famille et ne suffit pas à couvrir nos frais. C'est seulement suffisant pour la nourriture.
La banlieue indienne est devenue l'un des principaux pôles économiques du pays. Elle produit des vêtements, des chaussures, de l'artisanat et même du matériel de construction. 70% des exportations boliviennes vers les États-Unis partent d'ici. La FEJUVE, la Fédération des assemblées de quartier del Alto, est l'un des principaux groupes qui ont conduit Evo Morales à la présidence, avec les producteurs de coca et les paysans Aymara. Macario, le vieux militant ouvrier, en est membre, au titre de président de l'assemblée de son quartier, aux côtés de 600 autres présidents. La FEJUVE est au cœur du nouveau pouvoir bolivien. Toutes les grandes décisions concernant la ville y sont prises. C'est ici aussi que l'on prend position face aux grands problèmes nationaux. Elle est si puissante qu'Evo Morales a nommé l'un de ses anciens leaders ministre de l'eau. Présent ce jour-là, le responsable d'une zone limitrophe d'El Alto. Son quartier s'appelle Solidarité. Sorti de terre il y a à peine 6 ans. El Alto a grandi de 30 000 habitants à 800 000 habitants en 40 ans. Les habitants de Solidarité n'ont toujours pas accès à l'eau courante et se fournissent dans des puits ou des mares. Ces eaux sont contaminées. Des familles tombent malades. Les enfants ont la diarrhée. Nous avons réclamé plusieurs fois auprès de l'entreprise qui fournit l'eau. Elle rejette nos demandes. Curieusement, l'usine de traitement des eaux d'El Alto se trouve à 100 mètres des premières maisons du quartier. Elle appartient au groupe Suez, la holding française, qui a bénéficié de la vague de privatisation des années 90. La filiale de Suez a hérité des infrastructures du service municipal des eaux. Elle facture en moyenne 150 € à chaque famille pour la raccorder au réseau, somme que les habitants ne peuvent pas payer. La FEJUVE a donc décidé en 2004 que le service des eaux devait revenir au service public. On s'est aperçu que le groupe Suez n'a pas investi à El Alto. C'est pour cela que nous nous sommes mobilisés contre lui depuis janvier 2004. Parce qu'il n'investissait pas, qu'il se contentait de tirer profit de l'investissement que les habitants eux-mêmes avaient fait, que le service municipal des eaux avait fait. Vous voulez que le groupe Suez s'en aille? Bien sûr, absolument. C'est la détermination d'El Alto, dans son ensemble. Et nous ne ferons pas marche arrière. Il est dit que la compagnie doit partir de Bolivie pour que l'administration de l'eau potable, d'El Alto et de La Paz revienne aux mains de l'État, ou à défaut, aux mains des Boliviens. La municipalisation des services d'eau potable ou d'autres décisions de politique générale sont débattues au départ au sein des assemblées de quartier avant d'être ratifiées par le plénum de la FEJUVE. Aujourd'hui, au quartier Bolivar, on discute d'un plan de raccordement au réseau de gaz naturel proposé par l'Assemblée et accepté par la mairie. Reste à organiser le voisinage pour qu'il creuse les tranchées où seront installées les tuyauteries. L'Assemblée élit la personne qui jouit du plus grand appui parmi les bases pour qu'elle se charge de nous. Elle est élue pour 2 ans maximum. Nous sommes indigènes, nous venons de différentes communautés rurales. Là-bas, de la même manière se réalisent des assemblées, des plénières, des congrès. Et à travers ces mécanismes de base, nous prenons les décisions. Ensuite, nos chefs, nos présidents, nos secrétaires généraux parlent aux autorités en notre nom. Cet homme nous avertit que la population du quartier vient d'arrêter un voleur de voiture et l'a remis au poste de police voisin.
Raúl, le président, sait que la situation peut dégénérer car la tradition indigène de la justice populaire est toujours vivace à El Alto. Nous sommes réunis en assemblée en ce moment et nous traitons l'ordre du jour. Je suis occupé, patientez. Tout ce que nous voulons, tous, c'est voir le visage de ces bandits. Ces policiers ne servent à rien, il n'y a qu'à fermer le poste. Ils vont se faire justice eux-mêmes? Non, non, ils n'ont pas le droit. Mais en revanche, ils ont le droit de connaître le visage de cet homme pour s'en protéger. Il arrive que l'on exerce la justice communautaire. On a déjà pendu des gens aux poteaux électriques. Ici, la police ne fait rien. Elle couvre les délinquants. Il les emmène et les libère sous 24 heures. C'est pour cela que l'on veut faire justice de nos propres mains. On sait que c'est puni par la loi, mais que peut-on faire d'autre ? La justice communautaire à la campagne prend rarement des allures aussi violentes. Mais l'absence ici d'une justice officielle efficace pousse les plus pauvres à l'excès. El Alto, c'est la campagne des Andes en ville. Et l'urbanisation n'a en rien atténué l'attachement des Aymaras à leur tradition. La moitié des habitants d'El Alto vivaient à la campagne il y a 15 ans. Evo Morales s'appuie sur 3 grands peuples indigènes. Guarani, les moins nombreux, Quechua et Aymara. Le cœur du pays Aymara, qui s'étend du nord au sud-ouest du pays, c'est les bords du lac Titicaca. Le peuple Aymara est un peuple fort. Il ne s'est jamais vraiment soumis à l'empire inca, dominé par les Quechua, et s'est rebellé plusieurs fois contre les colonisateurs espagnols. Ces paysans, comme 66% des Boliviens, vivent avec moins d'1,50 € par jour. Les terres qu'ils cultivent appartiennent à leur village, à leur communauté, qui concède à chacun sa parcelle. Et ils pratiquent une forme de démocratie ancestrale qui a fortement influencé le mouvement d'Evo Morales. Ces paysans réunis en plein champ nous en donnent un aperçu. Ils doivent débattre ce jour de l'entretien du canal qui irrigue leur culture. Mais soudain, la discussion prend un autre tour. Certains profitent de l'occasion pour proposer le rattachement de leur communauté à une autre municipalité. S'ils sont majoritaires, les frontières de la commune devront être modifiées. Ici, c'est la source du pouvoir. Chaque année, nous nous réunissons de cette manière pour traiter de l'alimentation en eau, de l'entretien du canal, des budgets, des activités culturelles. Achacachi est la capitale historique de la résistance aymara au pouvoir blanc. Et la démocratie participative prônée par les Indiens provoque parfois des situations incompréhensibles pour un Européen. Le maire d'Achacachi, cet homme, élu il y a 1 an, ne peut par exemple mettre en œuvre ses projets sans en référer d'abord à sa base. Il souhaite créer une entreprise municipale autonome de distribution d'eau potable, mais au lieu d'en discuter au sein du conseil municipal, il doit rendre compte de son projet dans les moindres détails à la population. Quel statut juridique aura l'entreprise? Quel directeur nommé? Sera-t-il indien ou non? Combien d'employés recrutés? Le débat est houleux. Le maire doit se montrer modeste. Frères, si ce projet n'est pas bon, il faut se mettre au travail tout de suite, ensemble.
Ici, une autorité ne peut pas tromper le peuple. Elle ne peut décider toute seule sans l'Assemblée. Elle est contrôlée. Mais si vous, le maire, décidez de ne pas tenir compte de ce qu'ils veulent, que se passe-t-il? Ils expulsent celui qui n'obéit pas. S'il ne le fait pas, ils l'expulsent, ils convoquent une assemblée et élisent immédiatement une autre autorité. Ils démissionnent le maire? Le maire ou toute autre autorité. Si Evo les trahit par exemple, ils peuvent se mobiliser, se soulever, manifester, bloquer les chemins. Depuis Achacachi, nous avons impulsé la démission d'un président. Nous avons combattu pour l'eau. Nous avons eu 4 morts. Nous avons combattu pour la nationalisation du gaz. La maman d'Evo Morales, paysanne de l'Altiplano, lui a raconté qu'il y a 50 ans, la police interdisait aux Indiens l'accès à cette place. Son fils y est aujourd'hui installé sous les ors d'un palais colonial construit par les Espagnols au XVIIe siècle et où se sont succédés dictateurs militaires et présidents conservateurs et néolibéraux. Tous blancs ou métis. Depuis janvier, le président court de célébrations en meeting, de réunions ministérielles en négociation avec les opposants qui déjà relèvent la tête. Toujours à ses côtés, dans les moments importants, Álvaro García, l'éminence grise, disent les mauvaises langues, qui ne croit pas qu'un Indien puisse gouverner seul. Il nous reçoit dans le salon de travail du président, orné d'une effigie du Che Guevara, mort en Bolivie sans réussir à soulever les Indiens. Álvaro García est universitaire, issu d'une famille de classe moyenne. Il s'est engagé dans les années 90 au sein d'un mouvement guérillero Aymara et a passé 5 ans en prison. Il a gagné à Evo Morales la sympathie des classes moyennes et des intellectuels. Décoloniser l'État. Ceci est un État colonial, raciste dans ses institutions, ses comportements, ses habitudes. Il faut le décoloniser. Notre révolution est démocratique et décolonisatrice. Notre président la qualifie de révolution démocratique culturelle. Cette révolution culturelle est un fait fondamental. Elle commence par des questions quotidiennes, comme la manière de s'habiller d'Evo, et se termine par la présence d'un Indien au palais du gouvernement, qui gouverne pour les métis et pour les blancs. Construire un État multiculturel où différentes cultures, celles de 32 petites ethnies et de 3 grands peuples, Aymara, Quechua et métis, puissent coexister en conditions d'égalité quant à leurs prérogatives citoyennes et leurs opportunités publiques. « 7 heures du matin, dans un quartier de petite classe moyenne à La Paz. Casimira Rodriguez, la femme qui nous accueille, est une ancienne employée de maison, fondatrice du syndicat des femmes de ménage. Qui est-ce qui a apporté ces fleurs? On m'en a fait cadeau pour le jour international de la femme. Ici, de jour, c'est un bureau, et de nuit, derrière, nous avons nos chambres. C'est provisoire. Casimira dort ici depuis qu'elle a rejoint la capitale fin janvier. Elle partage les lieux avec d'autres dirigeantes du syndicat. Pendant le petit déjeuner, Casimira tente de joindre le président de la République au téléphone. Cela ne surprend personne, car nous avons omis de vous le dire, à propos, Casimira est ministre de la Justice du nouveau gouvernement. L'État ne nous donne pas de résidence officielle. Moi, comme je n'ai pas l'impression d'avoir changé de statut, comme je suis toujours la même personne au service de mon pays, cela ne me gêne pas.
Comme Evo l'a promis durant la campagne électorale, nous avons tous accepté un plan d'austérité qui s'applique d'abord au président et aux ministres, hommes et femmes. 50% de réduction de salaire. Il y a toujours des gens qui pensent de manière traditionnelle qu'ils doivent jouir de toutes les commodités parce qu'ils ont un poste élevé. Mais dans mon cas, je n'ai jamais eu d'ambition, ni rêvé de pouvoir, non. Pour moi, servir soit mon syndicat, soit l'État, c'est comme passer un examen et c'est le peuple qui te donne les notes. Les premiers contacts avec le personnel du ministère n'ont pas été faciles pour Casimira. Pour eux, me voir a été un choc. Ils faisaient une drôle de tête. Imaginez une Indienne en jupe traditionnelle et en plus une ancienne employée de maison. Ils avaient du mal à lui dire « Madame la ministre ». Le cabinet d'Evo Morales compte seulement 4 ministres indigènes sur un total de 16. Mais tous, à la justice, aux affaires étrangères, à l'éducation ou aux problèmes de l'eau, sont chargés de dossiers clés. La lutte contre la corruption et pour la transparence est une ligne essentielle du ministère. Le président l'a affirmé. Et beaucoup de gens espèrent que nous allons réellement pouvoir arrêter les gens qui ont commis des erreurs dans le passé et les gens qui continueront à mal administrer les biens de l'État. Du pain sur la planche pour cette syndicaliste sans grande expérience judiciaire. Elle devra affronter les douanes et la police qui collaborent avec le narcotrafic et les entreprises qui pratiquent la contrebande de pétrole. Aujourd'hui, elle doit convaincre une délégation des Nations Unies de condamner les grands propriétaires boliviens qui retiennent des tribus indiennes captives sur leurs terres. Elle travaille toujours dans certaines haciendas sans être rémunérée, en échange de nourriture et de logements précaires. Dès son arrivée au pouvoir, Evo Morales a fait face aux revendications des secteurs les plus divers. Enseignants, ouvriers, étudiants, producteurs agricoles. Ils exigent plus de professeurs dans les écoles, des augmentations de salaire, des aides à l'exportation. Or, le pays est pauvre. Son budget dépend largement de la coopération internationale. Il faut donc trouver de l'argent pour répondre aux demandes. Aujourd'hui, Evo reçoit la Banque mondiale pour négocier une réduction de la dette et tenter d'obtenir des prêts au développement sans intérêt. Il tente en parallèle de convaincre l'Espagne de faire de même. Mais pour l'instant, les seules aides réelles proviennent du Venezuela, de Hugo Chavez. Chaque jour, il annonce à la presse de nouvelles initiatives révolutionnaires pour le continent. Il refuse par exemple de signer avec les États-Unis un traité de libre-échange classique et leur propose ce qu'il appelle un traité de commerce entre les peuples. Nous avons besoin de commerce, oui, bien sûr. Nous avons besoin d'exporter nos produits, oui, bien sûr. Mais nous avons besoin d'échanges qui créent des emplois, qui améliorent la situation économique des pauvres, des petits producteurs, des micros et des petits entrepreneurs. Même nos grands entrepreneurs sont victimes de la libre importation. Nous avons besoin d'un commerce pour les artisans, les associations, les coopératives. Nous proposons aux États-Unis un traité de commerce pour les peuples, pour les entreprises communautaires, les peuples indigènes. Leurs produits doivent trouver un marché. En résumé, ne pas importer ce que nous produisons et exporter ce que nous produisons. Vendre à l'extérieur la production des petits entrepreneurs est l'une des priorités du nouveau gouvernement. Evo souhaite par exemple exporter des produits alimentaires et des médicaments dérivés de la feuille de coca. Boissons, farines, produits diététiques, pommades, sirops, cosmétiques. Pour cela, il devra convaincre la communauté internationale de dépénaliser cette feuille qui circule légalement dans les grands marchés boliviens.
Problématique, car si les Aymara et Quechua depuis des siècles mâchent la coca pour se donner plus de force, cette plante est aussi la matière première utilisée pour la fabrication de la cocaïne. La Bolivie reconnaît depuis longtemps l'existence d'un marché légal de la coca, mais le reste du monde la considère toujours comme une drogue. Dans les années 60, à la demande des Occidentaux, l'ONU a classé la feuille de coca dans la liste des produits stupéfiants illicites. Mais sous la pression des producteurs, les gouvernements boliviens antérieurs ont autorisé la culture sur 12 000 hectares. Ils sont concentrés ici dans les yungas, les vallées tropicales qui descendent de La Paz. Mais aujourd'hui, la production totale du pays avoisine les 27 000 hectares. 15 000 hectares de trop. À l'est du pays, en direction de l'Amazonie, au pied de l'altiplano s'étend une autre zone de production illégale au terme de la loi, pudiquement appelée excédentaire. Le Chapare, le bastion historique d'Evo Morales, plus de 10 000 hectares de plantations. Des villages de colonisation se sont installés ici depuis 30 ans, peuplés d'Indiens des hauts plateaux. Le mouvement au socialisme, le parti qui a porté Evo au pouvoir en décembre 2005, et le syndicat des producteurs de coca que dirige le président de la République, y contrôlent tout. La production et le commerce de coca rythment la vie de ces villages. Apollonia est responsable locale du syndicat des femmes productrices de coca. La feuille nous donne de la force. Elle nous coupe l'appétit et repousse le sommeil. Mais elle nous fait aussi oublier nos peines, nos préoccupations. On oublie tout cela. Apollonia habite au bourg, mais se rend régulièrement sur son champ de coca, dans la forêt à plusieurs kilomètres de la route principale. La feuille, récoltée 3 fois par an, nécessite un entretien constant. Ceci est une plante, un médicament naturel. Ce n'est pas une drogue, comme ils le disent. Nous la plantons toute petite et nous l'élevons comme un bébé. Elle vend sa production sur les petits marchés locaux, une vingtaine dans tout le Chapare. Comme cet homme venu du fin fond de la jungle, il a voyagé plus de 24 heures pour arriver ici, chaque cocalero, c'est le nom donné au producteur, doit présenter au directeur du marché la carte de producteur que lui a remis le syndicat des cocaleros. Et la marchande qui acquiert sa production doit à son tour présenter sa carte de commerçante pour pouvoir transporter ses sacs jusqu'aux marchés nationaux de Cochabamba ou La Paz. Dans les zones illégales, la police tolère le commerce de la feuille. Evo Morales, président de la République, mais toujours président du syndicat des cocaleros, a vécu plusieurs années dans cette maison. Originaire de l'Altiplano, il est arrivé ici en 1986 avec ses frères. Pourquoi Evo est-il venu ici? Pour trouver un terrain, pour survivre dans le Chapare, parce qu'à l'époque, sur le plateau régnait la sécheresse. Il est venu ici chercher la vie. Les gens ont immigré ici de toutes les provinces du pays. Moi, j'y suis arrivée très jeune pour les mêmes raisons. Et aussi, car avec la coca, nous pouvions maintenir nos familles restées là-bas. Le parcours du futur président étonne encore l'Amérique latine. Enfant de la misère, gardien de moutons dans son hameau de l'Altiplano, musicien de village, devenu par la force des choses dirigeant syndical et militant révolutionnaire. Apollonia a connu de beaux jours dans le Chapare. Au début des années 90, elle possédait 2 hectares de coca et la feuille se vendait beaucoup plus cher que tout autre produit agricole. Mais la production clandestine alimentant les laboratoires de cocaïne ayant augmenté,
Sous l'impulsion de l'agence antidrogue américaine, la DEA, les gouvernements boliviens lancent alors de violentes campagnes d'éradication. Entre 1997 et 2004, les militaires et les forces spéciales réduisaient les cultures par la force. Quand tu voulais défendre ton champ ou ta parcelle, ils faisaient pression sur toi ou ils t'arrêtaient. Si les hommes se défendaient, ils leur tiraient dessus ou lançaient des gaz lacrymogènes. On ne respectait personne ici, ni les enfants, ni les femmes enceintes. Le Chapare est le fief du mouvement au socialisme, le parti d'Evo Morales. Ces cadres locaux, ici le maire de Villatunari, savent qu'ils doivent beaucoup à la coca. L'étincelle a été la défense de la feuille de coca, mais la défense de la feuille de coca s'est transformée en défense des droits de l'homme, donc ça a été l'étincelle pour former un mouvement politique et avoir des élus. 20 ans de lutte, très dure, avec des marches sur la Paz, pour réclamer justice, des marches pour la dignité, des marches pour les droits de l'homme. Et petit à petit, on en est venu à se battre pour les ressources naturelles. De 1999 à 2005, sous la conduite d'Evo Morales, les paysans du Chapare ont participé en première ligne à la lutte contre les gouvernements néolibéraux qui se succédaient au pouvoir. Mais dès son arrivée aux affaires, Evo Morales et son syndicat ont mis en œuvre une nouvelle politique de contrôle de la production de coca dans le Chapare. Ils ont demandé aux cocaleros de réduire volontairement la superficie des cultures. Ça va de là à là. Une parcelle maintenant, c'est 40 mètres sur 40. La quasi-totalité des producteurs étant affiliés au syndicat, chacun ne conservera qu'un cateau, environ 1600 mètres carrés. La mesure devrait permettre de réduire de moitié les surfaces cultivées dans le Chapare et de mieux résister aux pressions de Washington qui affirment que 100 tonnes de cocaïne par an sortent de Bolivie. Dans cette lutte contre le narcotrafic, nous sommes clairs. Avant le gouvernement d'Evo Morales, on plantait trop. Mais aujourd'hui, pour aider notre président, pour qu'il ne soit pas accusé de défendre le narcotrafic, qu'avons-nous dit? Réduisons notre production seulement pour la consommation légale, pour le marché légal, seulement un cateau par affilié. L'armée et la police poursuivent donc l'éradication des cultures illicites, bien qu'Evo Morales plaide par ailleurs pour la dépénalisation. Mais il s'agit désormais d'une éradication négociée après des années d'éradication forcée et violente. Policiers et soldats sont désormais guidés dans leurs tâches par un représentant du syndicat des cocaleros. Avec lui, il s'enfonce au plus profond de la jungle où les cultivateurs ont pris l'habitude de semer, loin des regards, à l'époque de la Grande Répression. On mesure les champs excédentaires qui peuvent atteindre 5 ou 10 hectares et sous le regard des propriétaires, on arrache les plantes. 18 hectares sont détruits chaque jour qui ne seront pas replantés après le passage des forces de l'ordre. Mais dans les zones éloignées du Chapare et des Yungas, repérées par hélicoptère, il reste encore des milliers d'hectares susceptibles d'alimenter le narcotrafic. Washington a doté l'armée bolivienne depuis longtemps d'hélicoptères de combat pour appuyer les opérations d'éradication. Ils opèrent toujours et leurs missions sont toujours supervisées par les agents de la DEA présents sur le terrain. Le gouvernement américain campe sur ses positions et ne veut pas pour le moment entendre parler de dépénalisation. Au-dessus de la Paz, contrôlant l'accès aux vallées des Yungas, la base de la Rinconada, construite avec l'appui de la DEA. La feuille de coca ne se transforme en cocaïne que mélangée à des produits chimiques. Le nouveau gouvernement a donc donné l'ordre à sa police de traquer ces éléments constitutifs de la drogue, kérosène,
acide sulfurique, permanganate de potassium, éther, ammoniac. C'est le premier volet d'une politique de narcotrafic zéro qui ne pourra être mise en œuvre sans l'appui des pays développés. Un des éléments qui aide la coca à se transformer en cocaïne sont les produits chimiques appelés précurseurs. L'État bolivien n'en produit pas. Ils proviennent des pays voisins ou des pays industrialisés. Il faut dire à ces pays qu'ils doivent rationaliser leur production de précurseurs chimiques et inventer des mécanismes de contrôle efficaces pour que ces précurseurs ne viennent pas ici aider la coca à se transformer en cocaïne. Un autre élément important de notre politique, c'est la demande. S'il n'y avait pas de demande dans les pays du premier monde, pas de consommation de drogue. Même si la Bolivie possédait 50 ou 100 000 hectares de coca, la feuille ne se transformerait pas en cocaïne. Une politique de narcotrafic zéro devra aussi mettre en œuvre un strict contrôle du blanchiment d'argent. Vous savez que l'argent du narco ne reste pas en Bolivie ou en Amérique latine, il part dans les pays du Nord. Si nous contrôlons certains flux comme les produits chimiques et le commerce de la drogue, automatiquement le prix de la feuille de coca va baisser. C'est la règle du marché. Et ce faisant, les producteurs seront moins incités à cultiver de grandes extensions de coca. Mais Evo Morales n'a pas seulement hérité d'un pays pauvre, producteur de coca. Le sud-est bolivien, en zone tropicale, recèle la deuxième réserve de gaz naturel du continent américain, estimée à 150 milliards de dollars. Il a nationalisé ce pactole le 1er mai dernier et annoncé son intention de vendre le gaz plus cher que dans le passé, provoquant une véritable commotion internationale et l'irritation de ses voisins. Car ces gisements sont exploités par des multinationales, brésiliennes, espagnoles, françaises, américaines. Et ce gazoduc, qui part du complexe de Rio Grande, près de Santa Cruz, fournit 25 millions de pieds cubiques par jour au Brésil. Un tiers de l'énergie consommée par la ceinture industrielle de São Paulo, une ville de 18 millions d'habitants. Le marché potentiel à l'export est énorme. Argentins, Chiliens, Uruguayens veulent développer leur industrie avec le gaz bolivien. L'investissement réalisé par les compagnies étrangères est très important. Ce trésor enrichissait jusqu'ici les multinationales installées dans la ville de Santa Cruz. Sur les principaux gisements de gaz, 80% du produit des ventes allait aux compagnies étrangères. La nationalisation renverse cette équation. Désormais, 80% du produit des ventes iront à l'État. L'État va assumer la propriété effective du gaz à la sortie des puits. L'État va assumer le contrôle des processus de distribution et de commercialisation. L'État sera présent sur une base paritaire ou majoritaire dans les processus d'industrialisation. L'investissement étranger privé a besoin de 3 choses. Sécurité pour ces investissements, à savoir des règles claires. Nous allons les leur donner. Il a besoin de revenus pour ses actionnaires, ils seront garantis. Et il a besoin d'une protection physique de ses investissements. Très bien. Nous allons la fournir. Mais tout le reste est à nous. Même Lénine n'a pas expulsé les multinationales. Il a trouvé une forme d'entente avec elles car il avait besoin de leur capital, de leurs connaissances, de leur technologie. Nous aussi, nous avons besoin de cela. Ce gouvernement ne va pas assumer une position uniquement idéologique sur cette question. Le gouvernement a fixé un terme de 6 mois aux multinationales pour négocier de nouveaux contrats qui réduiront leurs marges, mais leur garantiront un énorme marché pour longtemps. Si le négoce devient impossible, si les pertes financières deviennent trop importantes, alors nous n'accepterons pas.
Mais je crois que le gouvernement va chercher à concilier les intérêts de telle manière que l'État se sente maître des hydrocarbures et qu'il puisse en disposer, tout en sachant qu'un groupe d'entreprises qui ont beaucoup investi peuvent produire et commercialiser le gaz au nom du gouvernement bolivien. L'Est et le Sud du pays abritent aussi de grandes haciendas de canne à sucre, de riz, de coton, de soja. Un élevage extensif de bétail de première qualité et des industries agroalimentaires. Les propriétés peuvent atteindre ici 100 000 hectares. 70% des exportations du pays, hors matières premières, proviennent d'ici. L'entrée à Santa Cruz, la capitale économique de la région, contraste fortement avec les hauts plateaux. Autoroutes urbaines, hypermarchés, boutiques de luxe, universités privées à l'architecture résolument moderne. Le modèle de Santa Cruz, c'est le modèle américain. La ville a voté majoritairement contre Evo Morales. Même sous la pluie, les quartiers résidentiels ne peuvent dissimuler l'opulence des chefs d'entreprise et des commerçants qui vivent ici. Nombre d'entre eux ont déjà engagé une sourde bataille contre le président indien. L'immeuble de la Chambre de commerce et d'industrie de la ville est le symbole de leur puissance. Gabriel Dabdou, un Bolivien d'origine palestinienne, en est le président. Si notre président se tourne vers le populisme, il se peut qu'il nous mène vers un totalitarisme trotskiste. Ça serait un retour en arrière et un coup dur non seulement pour le pays, pour Santa Cruz, mais aussi pour la communauté internationale et l'Amérique latine. Car le mur de Berlin, c'est fini. La Russie communiste, ça n'existe plus. Le rapprochement, les fiançailles de notre président avec le président Chavez et avec Fidel Castro de Cuba, cette mentalité d'isolement face au monde, à savoir penser qu'un pays tout seul peut tout faire, c'est la plus grande erreur qui soit, car la Bolivie n'a pas de pétrole, n'a pas les rentrées pétrolières du Venezuela qui maintiennent son économie. Quand les gens parlent de modérer notre président, de l'amener un peu plus de la gauche vers le centre, je dis très bien, car Santa Cruz l'a toujours dit, nous sommes d'accord pour que les ressources de Bolivie servent d'abord aux Boliviens. Mais nous disons aussi qu'il ne faut pas perdre de vue que les investisseurs doivent obtenir des bénéfices raisonnables et équilibrés, une rentabilité. Le danger pour Evo Morales ne viendra pas seulement de Santa Cruz. Le président devra aussi se garder de sa base indigène. Au sud du pays, au-delà du Rio Grande, s'étend le pays Guarani. Dans ces montagnes, à la fin des années 60, combattait le Che Guevara, fait prisonnier et assassiné sur ordre de la CIA. Une région stratégique, car elle abrite les plus importants gisements de gaz du pays, mais toujours privée de routes goudronnées. Sur le territoire des communautés indigènes, de part et d'autre de la piste, sont situés 4 des principaux puits exploités par les multinationales espagnoles et brésiliennes. Il a fallu les convaincre d'accepter cette présence sur leurs terres. Mais il est encore des communautés qui résistent au bout de chemin d'un autre âge. Nous arrivons à Tentayapi avec un avocat du ministère de la Justice qui a conseillé la communauté dans le conflit qui l'a opposé au groupe espagnol Repsol. Il est accompagné d'un capitaine général, représentant national des 150 000 âmes qui forment le peuple guarani. 130 familles vivent ici qui ne parlent que dialecte et se refusent à abandonner leurs coutumes vestimentaires.
Quand Repsol, l'année dernière, leur a proposé de l'argent, une école et un dispensaire, réunis en assemblée, ils ont dit non. Nous ne voulons pas que l'entreprise étrangère rentre ici, car nous ne voulons pas perdre notre culture. La pensée de la communauté, c'est que si elle entrait, nous perdrions nos coutumes, notre culture. En plus, les étrangers laisseraient ici d'autres graines. Ils engrosseraient nos femmes et laisseraient ici des enfants qui ne seraient pas de notre race. Ils nous contamineraient. Et ils contamineraient l'environnement, la forêt, les champs. Et nous ne pourrions plus produire les mêmes produits qu'aujourd'hui. Fin 2004, un représentant de la compagnie espagnole a finalement apposé sa signature sur ce document, renonçant à forêt sur le territoire de Tentayapi. Le chef de la communauté y a apposé son empreinte digitale. La réunion d'aujourd'hui a pour but de préparer l'élection de l'Assemblée constituante que vient de convoquer le gouvernement. Les Guaranis devront y avoir des représentants et y proposer des réformes. Si leur projet est accepté, les communautés indiennes de Bolivie seront désormais propriétaires du sol et du sous-sol qu'elles occupent. Pour l'exploiter, le gouvernement central lui-même devra obtenir leur accord. 40 ans après la mort du Che, qui ne réussit jamais à entraîner ses hommes derrière lui, car il ne comprenait ni leur mode d'organisation, ni leurs revendications, les Guaranis, comme tous les Indiens de Bolivie, sont au seuil d'une révolution historique pour l'Amérique latine.